Bonjour à tous, il est 10h31, nous sommes sur Direct Gestion en direct sur TV Finance. 9h31, et oui, mais ma pendule est bizarrement pas à l'heure. Que s'est-il passé? On a gagné une heure entre-temps, c'est super. Bon, alors on va pas parler de l'heure, hein. J'ai le plaisir d'inviter ce matin deux Émeric. À ma droite, Émeric Didet de SPGP. Bonjour Émeric. Bonjour. Et à ma gauche, Émeric Blond de Financière de Champagne. Bonjour. Bonjour. Alors messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce qui s'est passé ce week-end, c'est-à-dire le verdict est tombé sur les banques finalement. C'est un peu comme l'école des fans, j'ai l'impression que tout le monde a bon. En tout cas, toutes les banques françaises. Et puis, on a quelques banques. Alors, les banques italiennes, c'est un peu moins bien. Les banques grecques, les banques chypriotes. Donc, sans surprise, des banques des États, de la périphérie de l'Europe. Quel est votre regard sur ces stress tests? Vous y croyez, vous, Emmerich? Est-ce que ça va aider la construction européenne, la construction bancaire européenne? Alors en tout cas, ça va dans le bon sens. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter, c'est que c'est plutôt positif parce que les précédents stress tests avaient été un petit peu, on va dire pas un fiasco, mais il y avait eu beaucoup de doutes sur la véracité des résultats. Or ici, on a quand même c'était vraiment à l'échelle européenne. Donc c'était vraiment des stress tests qui ont permis à la fois de connaître la profondeur du bilan des banques, ce que personne n'était jamais allé voir, et d'un autre côté de pouvoir faire subir un test de risque, de connaître quelle serait la réaction par rapport au ratio bancaire en cas de problème dans les marchés financiers. Oui, alors les problèmes, je rappelle, le scénario de crise sévère retenu par la Banque Centrale Européenne, on va le voir à l'écran, c'est 2 années de récession dans l'Union Européenne, ce qu'on n'a pas connu en tout cas à l'échelle globale, on l'a connu pays par pays, et puis un taux de chômage à 13% en 2016. Donc j'explique pour nos téléspectateurs, c'est finalement ces hypothèses, on s'est dit, tiens, on va stresser le bilan des banques, c'est-à-dire on va imposer ces hypothèses, qu'est-ce qui se passerait, puisqu'on sait qu'à ce moment-là, la consommation décroît, le chômage en offre, c'est aussi des défauts de paiement, et à ce moment-là, effectivement, on voit que certaines résistent, et plutôt bien, puisque finalement, il n'y a pas de banques françaises qui ont échoué. Dans ces cas de figure, on a un niveau de fonds propres suffisant. Émeric Blond, financière de Champagne. C'est vrai, il y a les fonds propres. Les fonds propres sont là. Il y avait une petite banque française qui, il y a quelques mois, au début de l'année, on avait fait un pré-test et qui avait échoué. Apparemment, elle a réussi à lever les fonds propres nécessaires. Donc, effectivement, en France, en tout cas, on n'a pas de problème majeur. Oui, effectivement, il faut savoir que c'est dans le cadre de la convergence bancaire européenne et qui va arriver dans quelques années, en 2017, je crois, où toutes les banques européennes vont un peu fonctionner sous les mêmes critères, les mêmes normes, les mêmes autorités. Alors si on se reconnecte au marché, du coup, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un impact ce matin? C'est-à-dire on devrait avoir des banques qui reprennent des pourcents ou pas trop? Exactement, je pense que le secteur bancaire va être bien orienté ce matin, donc des nouvelles plutôt positives. Sur les banques qui ont réussi, évidemment, sur certaines banques qui sont dans la liste de celles qui n'ont pas réussi également, parce qu'il faut bien noter que les stress tests étaient sur un bilan au 31/12/2013 et que depuis le début de l'année, sur l'année 2014, on a déjà un certain nombre de ces banques, près de la moitié, qui a déjà fait des augmentations de capital et donc qui ont des ratios qui sont suffisants aujourd'hui par rapport aux exigences réglementaires. D'accord. De l'autre côté, alors si on traverse un petit peu les frontières, on s'aperçoit qu'il y a quand même un mauvais élève, c'était un peu surprenant. En Italie, on le voit à l'écran en ce moment, c'est vrai qu'il y a 9 banques en fait qui n'ont pas passé ce test et qui donc vont devoir se recapitaliser. C'est une surprise d'avoir l'Italie comme ça, qui est quand même Allemagne, France, Italie, donc le troisième pays de la zone, qui est aussi mal en point dans son secteur bancaire. Alors, ma réponse est oui et non, dans le sens où je ne m'attendais pas à autant de banques en Italie, mais effectivement, quand on sait que les précédents tests avaient été faits par les États, avant que, par exemple, l'Italie fasse toutes ses réformes en profondeur et que le gouvernement montre ses bonnes intentions, on pouvait effectivement se demander si en Espagne, au Portugal ou en Italie, les pré-tests avaient été faits de la bonne manière. Il s'avère qu'en Italie, par exemple, oui, non,
Ouais, il y avait un vrai doute, hein. C'est pour Oui. ça qu'on était content finalement que la Banque Centrale Européenne prenne les mêmes critères pour toutes les banques, Exactement. puisqu'il y avait un doute sur chaque régulateur. Est-ce qu'il a bien fait son boulot? Est-ce qu'il a mis des choses sous le tapis? Tout à fait, on avait vu avec l'Irlande, juste après la publication des résultats la dernière fois, deux banques qui étaient en situation de défaut, donc, lorsqu'elles avaient réussi les précédents stress tests. Donc c'est pour ça que de le voir à l'échelle européenne, c'est quand même un vrai soutien dans la crédibilité, en tout cas, de ces AQR, de ces stress tests. Et alors, il y a quelque chose qui m'a surpris dans les 25 banques, c'est notamment du côté espagnol, puisque l'Italie, la Grèce, Chypre, à la limite, sans surprise, Portugal aussi, on en a parlé cet été avec Banque commerciale portugaise. L'Espagne, Liberbank, on ne connaît pas forcément. Moi, il y a quelque chose qui me surprend parce que pour bien connaître cette zone, notamment sur le bilan immobilier, qui est toujours catastrophique avec des montagnes d'invendus, on a l'impression que là, finalement, on n'a rien trouvé. Ça m'a un peu surpris. Est-ce que vous avez cette réaction également, Henrique Blon? Je me pose la question, excusez-moi, Ouais. je préfère préciser. On parle beaucoup, vous savez, de shadow banking. Donc c'est finalement un établissement de défaisance, on explique encore, où on va mettre ses actifs, on va dire un petit peu en délicatesse, pourris, c'est-à-dire qui ne seront peut-être pas remboursés. Et je me demande dans quelle mesure la Banque centrale a aussi évalué ça. Et là, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations là-dessus. J'avoue, je suis un petit peu sceptique aussi sur les banques espagnoles, surtout dans le sens où ces banques-là sont des banques un peu des caisses régionales. Ce ne sont pas des banques avec une envergure nationale, voire internationale pour la plupart. Et je me demande comment elles ont pu effacer effectivement toute cette mauvaise dette qu'elles avaient au bilan. Est-ce qu'elles les avaient effacées en amont? Ça, effectivement, c'est des interrogations que j'aimerais voir répondre, dont j'aimerais avoir la réponse. Parce que effectivement, où est passée toute cette mauvaise dette au bilan? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? J'ai pas vu énormément d'augmentation de capital de la part de ces grosses banques, de ces banques régionales. Je suis sceptique et soulagé en même temps. Après, on peut estimer que la Banque centrale a quand même fait son travail, donc elle lui dit regardez. Ils avaient commencé déjà il y a quelques temps à sortir et à évaluer ses actifs et donc les apporter dans une structure ad hoc. Donc c'est là où les ratios sont un tout petit peu meilleurs. Il faut savoir aussi qu'en Espagne, par rapport à l'Italie par exemple, il y a moins de toutes les petites banques, il y a beaucoup plus de petites banques en Italie. C'est beaucoup plus parsemé le paysage. Donc c'est pour ça qu'on en trouve plus quelque part en Italie qu'en Espagne. D'accord. Si on remet sur le marché avec les derniers 10 jours, qui n'ont pas été de tout repos pour les gestions, effectivement, on a eu cette espèce de coup d'accordéon. On est descendu assez brutalement, 4004, 3008. On revient aux alentours de 4150, 4002. Alors, c'est pas les banques. Ce qui a mis le feu aux poudres, au contraire, c'est plutôt des chiffres de l'Allemagne, c'est plutôt des craintes sur la croissance mondiale. Comment vous voyez ça, vous, Émeric Didèche de SPGP? Alors, ça avait peut-être un tout petit peu trop baissé. Il faut savoir qu'on a baissé suite à certains discours un peu précis, en tout cas de banquiers centraux, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. On a eu une peur aux États-Unis, notamment que la baisse du prix du pétrole complique le programme de sortie d'easing, de monétaire accommodante, de politique monétaire accommodante aux États-Unis, puisque la déflation ne serait jamais trop un allié dans de telles circonstances. Et à côté de ça, on avait l'Allemagne qui nous offrait des chiffres relativement peu flatteurs ces derniers temps, avec le FMI qui revoit la croissance à la baisse. Donc le marché a tout d'un coup voulu voir le verre, mais vraiment à moitié, 3/4 vide. Donc là-dessus, le marché baisse énormément, des grandes craintes ressurgissent. Et puis petit à petit, on a eu quelques chiffres qui sont venus rassurer le marché. L'Allemagne finalement a ressorti des sondages un tout petit peu meilleurs. Les résultats des entreprises aussi aux États-Unis ont rassuré. 94% des résultats publiés sur la première semaine sont supérieurs aux attentes. Donc c'est quand même de nature à rassurer les marchés financiers. Donc finalement, un petit peu de peur, on se normalise. On a quelques hedge funds aussi qui se sont fait un peu peur avec l'histoire ABBV Shire. Donc il y a eu 1 ou 2 hedge funds qui ont explosé en plein vol à Londres. Ça a donné des grandes journées de baisse parce qu'ils ont dû déboucler toutes leurs positions. Il y avait donc ces phénomènes techniques qui sont venus s'ajouter. Et puis petit à petit, on se normalise, on regarde un petit peu de plus près si on est toujours en croissance. Oui, on est toujours en croissance en Europe. Oui, on est toujours en croissance aux États-Unis. Ça va quand même
plutôt bien si on regarde les chiffres, on va dire factuellement. Donc, T'as donc des les marchés se lancements qui reprennent. chantent alors, Émeric. On repart sur de la progression, on va atteindre les sommets. Alors peut-être pas tout de suite en ligne droite, mais en tout cas, on espère que notamment la publication de ces stress tests ce week-end soit un vrai point de départ d'un nouveau cycle haussier, au moins reprendre les points qu'on a perdus dans cette grande baisse. Et en même temps, on a l'impression qu'on plafonnait un peu, qu'on était un peu haut, ne serait aux États-Unis. Bon, on sait que l'Europe n'est pas en reste quand les États-Unis commencent à baisser. Cette volatilité, elle a fait du bien aux gestions en même temps, parce qu'on commençait un peu à s'ennuyer. Donc ça a été l'occasion peut-être de regarder certains dossiers. Alors oui, ça a été l'occasion de regarder certains dossiers. Par contre, je pense que ça a été un petit peu nuisible aux gestions, en tout cas à court terme. Dans le sens où, effectivement, quand on a des fluctuations comme ça du marché, surtout à la baisse, il n'y a pas de prisonnier. Hein. Donc tout le monde en prend pour ses fonds. Et donc tout le monde baisse. Tout le monde baisse de peu à beaucoup, selon les expositions. Mais oui, c'est quelque chose qui est assez pénible à court terme. Après, voilà, à moyen, long terme, c'est l'occasion de se renforcer sur des dossiers dans lesquels on a des convictions plus importantes, ou des dossiers avec plus de bêta éventuellement, et profiter du rebond qu'on espère, et qui, oui, je pense, pourrait intervenir d'ici la fin de l'année. D'accord, donc vous aussi plutôt positif sur cette fin d'année maintenant que l'écueil est passé, ou est-ce que vous pensez que la volatilité elle va rester à des niveaux élevés, on va de nouveau avoir des épisodes comme ça de montagne russe? J'ai un gros problème, c'est que, au début, ce que je disais tout à l'heure, c'est que au début de l'année, j'avais dit que le marché prendrait 10-15%. Manifestement, c'est pas encore le cas. Et, il a failli les prendre. Il a failli. Il fait quoi, 7-8% à 4500? Ouais, tout à fait. Peut-être. Tout à fait, plusieurs fois même, parce qu'il y a eu d'énormes fluctuations avec effectivement des plus 8, moins 5, plus 8, et puis là, encore moins 5. Donc effectivement, des espèces de montagnes russes sur les marchés. Et on voit vraiment que, Émeric l'évoquait tout à l'heure, les résultats ont été plutôt bons. Et c'est aussi valable en Europe. Beaucoup de sociétés européennes ont fait des bons résultats. Et pourquoi ça n'a pas monté en Europe comme aux États-Unis? Il y a un espèce de sentiment un petit peu d'une Europe un peu brinque-ballante, avec des fondamentaux peut-être économiques un peu moins stables, où on a moins de visibilité, des effets d'annonce peut-être un petit peu trop disparates, et on a une impression que la macro occulte la micro, que toutes les grandes annonces macroéconomiques occultent tous les résultats des sociétés qui sont au sein de l'Union européenne. On va attendre aussi peut-être de voir des vraies croissances de bénéfices pour les sociétés européennes, parce que c'est vrai qu'on a toujours des belles perspectives de croissance chaque début d'année, de belles perspectives de croissance de bénéfices en Europe. Puis au fil du temps, au fil de l'année, on les revoit à la baisse. Donc on surprend positivement le consensus des analystes, ce qui permet de soutenir les cours. Mais on attend de voir de vraies croissances bénéficiaires pour les entreprises en Europe, pour aussi repartir de l'avant. C'est ça qui serait le point de départ. Pour moi, à mon avis, et pour les mois à venir, ça va se passer, parce que jusqu'à présent, on n'a pas utilisé les leviers financiers qui sont mis à disposition de la part des banques centrales et par rapport de la part du système bancaire, quelque part, au profit pour les entreprises en Europe. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas cru par ce levier financier. Ce qu'ont très bien fait les Américains et les sociétés américaines, qui ont non seulement reconstruit leur bilan, mais en plus eu de la croissance par le levier financier. Et ça va se mettre en place maintenant qu'on a un peu plus confiance dans le système bancaire au sein des entreprises. Et c'est là où on devrait avoir des entreprises qui vont chercher de la croissance, donc qui vont aller chercher soit de la croissance interne, soit de la croissance externe, qui vont donc utiliser le levier financier, donc aller chercher de l'argent sur les marchés auprès des banques. Et derrière, ça donnera des croissances de bénéfices à court, moyen et long terme. Donc c'est là où on peut espérer que le potentiel au sein de la zone euro reste plein et entier, et que du coup, on va peut-être délaisser un petit peu, petit à petit, les grandes valeurs défensives, grandes valeurs défensives, qui ont vraiment très bien performé au début de l'année. Et aujourd'hui, peut-être aller se repasser sur un peu plus de valeurs cycliques. Alors, les valeurs, on va en parler dans un instant avec mes deux invités, Émeric Blond de Financière de Champlain, Émeric Didet de SPGP. On fait une courte pause, on se retrouve tout de suite pour les valeurs.
Retour sur le plateau de Direct Gestion, il est 9h46. Mes invités ce matin dans le débat, Aymeric Didet de SPGP et Aymeric Blond de Aymeric pour Financière de Champlain. On va s'occuper maintenant des valeurs, un panorama un petit peu de vos paris finalement pour cette fin d'année. Avec une première question. On a bien sûr dans ces mouvements de panique un petit peu, on est en train de, enfin certains investisseurs moins confirmés sont tentés de jeter un peu le bébé avec l'eau du bain. On se dit, oh là là, on est de nouveau dans la crise 2007-2008 ou crise dette souveraine. Est-ce qu'il ne faut pas tout bazarder avant de perdre 40%? Comment vous avez réagi et quels sont les dossiers peut-être que vous avez privilégiés ou renforcés dans ce moment de difficulté? Comment j'ai réagi? Au départ, j'ai regardé les couteaux tombés et puis on a essayé d'en rattraper quelques-uns. Parce que vous vous êtes dit à un moment c'est trop, voilà, trop c'est bas, ça. on est... C'est ça. Il y a un moment, forcément, hein, c'est irrationnel. on se dit, voilà, on est dans l'irrationnel, il faut faire quelque chose. On revérifie toutes nos matrices. Vous nous rappelez les fonds que vous gérez, Aymeric Blond, chez Financière de Champlain? Je gère Performance Vitae, un fonds dédié à la santé. D'accord. Et Performance Avenir, un fonds dédié aux valeurs généralistes. D'accord. Alors, si on commence par la santé, valeurs traditionnellement défensives, est-ce qu'elles ont morflé comme les autres, on va dire vulgairement? Oui. Elles ont certaines ont un tout petit peu moins morflé, mais la plupart ont vraiment beaucoup morflé. En cause, l'évolution des valeurs de la santé ces dernières années. Ces 2-3 dernières années, ont été des années très positives pour les valeurs de la santé, avec parfois des hyper-croissances. Donc effectivement, ces dossiers-là ont eu tendance à beaucoup consolider. L'idée dans ces dossiers-là est d'être vraiment sûr de son cas d'investissement. Alors quelles sont ces valeurs justement dont vous nous parlez, ou peut-être vous êtes dit bon là c'est vraiment trop bas, il faut y retourner? Dans la santé, j'ai effectivement renforcé pas mal le petit laboratoire français qui avait beaucoup monté mais qui a aussi beaucoup baissé et qui était assis sur des fondamentaux assez solides ou sur des perspectives de news flow assez importantes. Donc voilà, j'ai renforcé ces dossiers-là. Vous voulez j'en cite quelques-uns? Oui. D'accord. Ceux qui nous écoutent, ça peut être intéressant s'ils les ont en portefeuille. D'accord. Donc je pense à des dossiers avec beaucoup de bêta comme Adosia, Genfit. Genfit, il est apprécié des traders celui-là. Hein, oui, oui, alors c'est beaucoup. Parce que c'est très liquide, à la différence des autres petites biotech. Genfit est très liquide avec un énorme biais américain. Elle a un de ses concurrents principaux qui est aux États-Unis, qui s'appelle Intercept. Donc voilà, ça c'est pour la partie bêta du fonds santé. Et pour quelque chose de plus value, parce que j'appelle plus value, je pense à une valeur comme Eurofins, qui est dans le testing certification, qui a, elle, subi le contre-coup des mauvaises annonces de ses comparables. Je pense à SGS, Intertech, Bureau Veritas, qui ont fait des publications vraiment atroces, qui étaient en plus avaient du chiffre d'affaires exposé sur tout ce qui était commodity, pétrole, industrie, etc. Donc Eurofins Scientifique, effectivement, qui a subi une jambe de baisse assez forte, je crois, jusqu'à 160 €, et qui a repris très rapidement, 15 à 17% dans les jours suivants. Oui, il y en aura encore, je pense. Il y a encore du potentiel sur ce dossier. Moi, je vise à peu près 240, comme ça, on garde sur table. Ça met, non, mais c'est vrai qu'il y a c'est une très belle histoire de croissance. Je ne sais pas si vous connaissez le dossier. Eurofins Scientifique, donc ils ont commencé dans les nez électroniques, et puis aujourd'hui c'est de la certification, surtout alimentaire. Donc c'est assez pharma et alimentaire. Ils ont diversifié beaucoup leur portefeuille. Aymeric, même question pour vous. Donc vous nous parliez de rotation sectorielle. Peut-être c'est vrai qu'on était, on était très optimiste au début de l'année. Ensuite il y a eu un repli sur les défensifs. Aujourd'hui, on se dit, le cycle, est-ce qu'on est en bas de cycle? Est-ce qu'il faut revenir sur les cycliques ou on reste sur les défensives? Nous, on est plutôt à passer vraiment sur les cycliques, les valeurs de croissance, les valeurs tech, et on conservera un biais important du coup sur les valeurs bancaires. On a mis des bancaires en fait cet été, on en a profité, et aujourd'hui, on les garde quelque part précieusement. Parce qu'aujourd'hui, elles sont quelque part fortement sous-valorisées. On parle de valeurs en termes de valorisation, on est à 0,4, voire entre 0,4 et 0,6 fois la valeur de l'entreprise.
Alors historiquement, on met une prime sur la valeur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on sauf que si je peux me permettre, on a aussi un environnement qui est réglementaire, notamment, qui est de plus en plus pesant. On a vu ces énormes amendes. BNP, bon d'ailleurs, c'est bien recapitalisé, puisque finalement, elle n'est pas dans la liste des 25 banques dans le viseur de la BCE. Mais ces amendes, vous pensez que ça va s'améliorer finalement? C'est-à-dire on paye ces X milliards et puis c'est fini? Ou on va avoir une multiplication comme ça des il y a des risques, il y a des provisions qui sont faites au niveau des banques, justement dans les comptes des banques, pour déjà prévoir le montant des amendes futures pour celles qui ont fait des bêtises, on va dire, dans le passé. L'histoire ne dit pas combien ils ont gagné dans le passé à faire leurs bêtises, ça on n'en parle jamais. Et tant qu'on dira aux Américains, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez continuer à taxer toutes les banques, à la limite, ça perdurera. Il n'empêche que les amendes sont quand même souvent en relation avec les montants que les banques ont gagnés à aller par exemple sur démarcher des clients américains sur les soldes bancaires. On a vu ce genre de choses alors qu'ils n'avaient pas le droit, évidemment. Donc personnellement, je pense que c'est déjà dans les cours de bourse, c'est déjà dans la valorisation des sociétés. C'est ce qui fait qu'il y a cette décote peut-être aujourd'hui. Il y a eu cette décote, mais cette décote, elle vient pas forcément de là, elle vient plus de la crise bancaire qu'on a eue et de la baisse des marges des établissements bancaires. Ça vient plus de cette explication. En tout cas, c'est plus l'explication que je donnerais aujourd'hui par rapport à la valorisation des banques. Et surtout, le risque que tout le monde fait peser sur ce secteur-là, secteur dangereux, secteur qui ne maîtrise pas ses actifs, qui ne connaît pas son bilan. Aujourd'hui, on lève quand même une grosse partie du risque. C'est pour ça que j'ai vraiment on est peut-être moins inquiet sur le côté, ok, on s'est mis en accord, on a des fonds propres, en cas de crise, ça va résister. Par contre, au niveau de l'économie atone en zone euro, c'est quand même un petit peu inquiétant pour ces banques, parce qu'on se dit, finalement, on a besoin de faire du crédit, le crédit immobilier est bloqué, le crédit à la conso repart pas vraiment, il y a des règles de plus en plus strictes. Donc du coup, la banque d'investissement et de financement, elle est très très encadrée. Du coup, où vont être pour le secteur bancaire les réservoirs de croissance selon vous? Alors c'est vrai que la croissance économique, c'est vrai qu'elle est faible. Ça, je peux pas vous dire le contraire. Par contre, la croissance des entreprises, elle est quand même un tout petit peu meilleure. Et c'est de ce côté-là que vont aller chercher la croissance les banques dans les prochaines années. On a aussi les marchés financiers qui innovent en permanence, qui sont plutôt en théorie bien orientés sur le moyen et long terme, puisque les fondamentaux s'améliorent. Donc ça, c'est bon aussi pour le système bancaire. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des relais de croissance qui sont non négligeables. Et lever des incertitudes sur un secteur, c'est quand même de très bon augure pour l'avenir. Ça, c'est pour le côté bancaire. Et il y a le côté des valeurs cycliques. Alors les cycliques maintenant. Là, pour le coup, on pense qu'on est reparti dans un cycle qui pourrait s'améliorer. Pourquoi? Parce qu'on a des fondamentaux qui s'améliorent. Le dollar, c'est vraiment une chose très importante pour les entreprises en Europe. On a la BCE qui pourrait intervenir de nouveau et pouvoir soutenir, injecter de l'argent dans l'économie. Ça, c'est bon aussi pour toute l'Europe, j'ai tendance à penser. On a vu les effets que ça a eu aux États-Unis. Donc, on a des soutiens qui sont importants. Et puis il faut rappeler aussi, souvent on oublie parce qu'on se contente à l'Europe pour les sociétés européennes. Or aujourd'hui, le terrain de jeu, c'est le monde entier. Or le terrain de jeu, il offre aujourd'hui, d'après les derniers chiffres du FMI, 3,8% de croissance pour l'année 2015. Donc on est vraiment en croissance. On a une population qui croît au niveau mondial, il y a des phénomènes démographiques. Et quand ces grandes tendances sont bien orientées, et orientés de manière positive, ce sont des soutiens à moyen et long terme pour les économies et pour les entreprises. Donc des idées d'entreprise, là vous regardez sur quel dossier cyclique, donc c'est quoi, c'est des automobiles, c'est plus du Peugeot, ce genre de sociétés qui sont très bien orientées, qui ont des relais de croissance aujourd'hui en Chine extrêmement bons, qui améliorent leur profitabilité de jour en jour, qui ont des grands plans d'action pour justement aller de l'avant. Donc oui, c'est des dossiers comme ça qu'on regarde. On regarde aussi des dossiers technologiques, notamment aux États-Unis, parce que là il y a des vraies opportunités. Pas des pépites, mais des grandes valeurs. Ça va du Apple à l'Alibaba aux petites sociétés spécialisées dans le marketing sur Internet qui s'introduisent en bourse. Où là, il y a énormément de potentiel aujourd'hui, parce qu'on n'est plus du tout dans les mêmes histoires qu'en l'an 2000. Quand les sociétés s'introduisent en bourse, les petites sociétés Internet, elles ont déjà gagnent de l'argent. Elles ont du chiffre d'affaires, mais en plus elles ont du résultat. Donc on ne valorise plus des idées.
Dans vos choix sur les sociétés généralistes, puisque c'est un des fonds aussi financiers de Champlain, quels sont vos paris pour cette fin d'année et peut-être pour 2015? Je rejoins Eric sur l'aspect automobile. Il a cité Peugeot. Moi, je vais citer Plasticomium, qui est une mid large cap, qui a énormément baissé, alors que c'était pas vraiment justifié. Ils ont publié des chiffres qui étaient plutôt décents, compte tenu des circonstances économiques, et qui a un profil très souple, très réactif, qui effectivement mise sur la baisse du poids des automobiles, donc la baisse de la consommation en carburant, qui est une thématique assez forte, puisque effectivement en Chine ou en Europe ou aux États-Unis, ce sont des réglementations qui sont déjà passées et qui vont devoir être appliquées à tous les véhicules. Donc eux sont spécialisés dans l'allègement des véhicules, donc ça, voilà, ça aide. Et puis effectivement, c'est une entreprise qui voilà, a un profil de croissance et assez dynamique, qui a tendance à suivre les équipementiers, les fabricants auto avec lesquels elle travaille dans le monde. Donc effectivement, il y a une grande partie de son chiffre d'affaires qui se fait aux États-Unis, en Amérique latine, et puis en Chine. Ils ont annoncé un plan d'investissement assez important sur la Chine, puisque effectivement, ils tablent sur que les 2 tiers de la croissance du marché auto se fera vers la Chine. Et donc Plasticomium est bien positionné pour aller en Chine, puisque effectivement leurs usines doivent être dans un rayon de 200 km des usines de production automobile. Et donc il y a cette contrainte d'aller suivre le client au plus près des usines. Il y a une autre valeur, toujours en France, Valeo, c'est un dossier que vous regardez également ou trop cher? Je regarde moins Valeo, parce qu'ils sont moins présents dans cette thématique de fond qui consiste à effectivement réduire le poids de la voiture. Et à ce moment-là, si on parle équipementier français, je citerai plus Faurecia. Faurecia qui a, à mon avis, des perspectives de croissance bien plus importantes. Vous jouez uniquement les constructeurs ou c'est aussi des dossiers comme ça, les équipementiers qui vous semblent intéressants? Ça dépend des moments, mais là aujourd'hui, je pense que c'est plus les constructeurs qui sont en retard. Donc c'est vrai qu'on a tendance à investir sur Peugeot ou par exemple Daimler. Quand on voit la solidité des résultats sur Daimler, c'est exceptionnel. Donc c'est plus aujourd'hui les constructeurs. Et demain, peut-être, on ira rechercher de nouveau du Faurecia, du Valeo ou du Plasticomium, oui, qui sont des très belles valeurs et qui peuvent offrir là aussi du potentiel, parce que ça ira avec le secteur, si vous voulez. Mais quelque part, on préférera pour le moment les constructeurs. Les constructeurs, est-ce qu'il y a donc vous nous disiez aussi la technologie, notamment aux États-Unis. À travers quel fonds chez vous on peut jouer ces thématiques en fait? Alors il y a le fonds d'introduction en bourse, qui est toujours très intéressant parce que les introductions en bourse, il y en a uniquement dans les zones en croissance et dans les zones qui vont bien. Il n'y a pas d'introduction en bourse quand l'économie va mal ou quand les marchés sont difficiles. Donc, du moins, ça se tarit très très rapidement. Exactement. Donc c'est là où on peut aller chercher quelque part de la croissance et de la croissance saine. Donc le fonds d'introduction en bourse participe vraiment à toutes les nouvelles, trouver des nouvelles sociétés. Ça va des très larges comme Alibaba, ou toutes petites qu'on peut trouver partout dans le monde. Très bien, Aymeric. Écoutez, merci messieurs. Vous reviendrez nous parler de ce fonds introduction en bourse, puisqu'on arrive au terme de cette émission. Merci Aymeric Blond, de financière de Champlain. Merci Aymeric Didet, SPGP. Dans quelques secondes, il sera 10h et c'est la suite du programme avec Direct Investisseur. À demain pour un nouvel épisode de Direct Gestion.